On y va. On y va ? Quand vous voulez. Ouais. Je suis prêt de Parti. ouf. Ah non, je me suis raclé la gorge, ma voix est partie en couille, c'est bon. Salut, c'est Mimi. Salut, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Et non, c'était une blague. C'était une blague qu'on a peut-être déjà faite, j'ai oublié, auquel cas, désolé d'être hilarant 2 fois. Voilà, j'espère que vous êtes là. Oh non, je pleure de rire dans le métro, les gens vont se moquer de moi. Pff, ils en ont pas marre d'être trop marrants. Oui, parce qu'en fait, c'est moi Fab et toi t'es Mimi, c'est ça ? Oui, bravo. c'était ça la blague. Ah voilà, on l'a expliqué si vous l'aviez pas. Oui. Comme ça, Moi, je l'avais pas. Ah, Déjà, merci, premièrement, Sylvain. Mais je suis focus. Ça va. Ça Ok. se voit, l'œil du tigre. Prêt pour les blagues. Nous sommes donc dans un nouvel épisode de The Boys Club, le podcast Mademoiselle sur la masculinité, où tous les 15 jours, Fab et moi recevons un garçon qui nous parle de son rapport à son genre, à sa bite, à la branlette entre potes, au porno et à plein d'autres choses pas sexuelles du tout. C'était juste un échantillon pour vous donner envie. C'est vrai. Bah oui, ça parle aussi de plein d'autres choses pas sexuelles. Mais il faut, tu sais, tu attires avec le c'est cul. teasant. Et Oui, après, d'accord. t'es là en mode, quels sont tes rapports avec ta Mhm. mère Voilà, c'est le concept. Bien joué. Et aujourd'hui, on est avec Sylvain. Bon, Salut Sylvain. Exactement. Salut les amis. Ça va ? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. car on voit Sylvain tous les jours. Et Exactement. c'est un plaisir sans cesse renouvelé, Exactement. car il travaille tout près Partagé. de nous. Tout à fait. Tout près. Littéralement très près, dans le même Trop immeuble. près. Va-t'en. Puis Sylvain est sur mes genoux toute la journée. Je ne sais pas comment lui dire qu'on a pas la place. il se prend pour un chat. Bonjour Sylvain, tu es donc un homme de 37 ans. Oui, tout est vrai pour l'instant. Ok, cool. Exactement. Tu es corse. Alors je sais suis. pas, Ouais, j'espère sais. que ça c'est va venir très dans la bizarre. discussion. C'est marrant, tu t'attaques. Oui, Très bizarre de commencer fais comme une ça. petite- Non, mais présentation, c'est tu comme. vois. Enfin, je construis mon identité en disant que je suis corse. C'est vrai. C'est ça. Alors que Tu je as suis une né barbe, dans le des 92, faussettes. donc tu vois, au final, on fait... Non, mais je suis d'origine corse par ma mère et c'est vrai que c'est un truc, c'est comment dirais-je, une construction sociale de valeurs qui fait que je revendique assez pas mal, ouais. Ça tombe très bien puisqu'on est là pour parler construction sociale Et d'indépendance. Et d'indépendance. D'indépendance de notre belle nation corse, très bien. Ceci est un podcast sur la Corse. Pour ou contre l'indépendance ? Non. Sylvain, C'est plus compliqué. Oui, vas-y, continue. qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme ? Bah, déjà, c'est une question que je me suis jamais posée jusqu'à ce que je découvre notamment tes podcasts. Quand j'ai appris que ça faisait 3 ou 4 ans que tu réfléchissais à ça, j'ai fait mais c'est marrant, quel est Alors que toi, l'intérêt? ça fait 37 ans. Et Moi, tu ça fait t'es 37 ans jamais que je suis un mec, je me suis jamais posé la question, mais qu'est-ce que c'est d'être un homme aujourd'hui? Écoute, je sais pas trop, Pourquoi tu penses que les mecs se posent pas la question déjà ? Mais C'est marrant. parce qu'en fait, on est un peu avantagé par la société. Donc à un moment donné, on se pose des questions sur un échec relatif au fait d'être un mec, parce que tout va mieux quand t'es un gars en fait. Enfin, t'as pas à te poser la question. Tu te poses des questions quand t'as des situations d'échec. Et mon genre ne m'a jamais causé d'échec, au contraire. Donc je me suis jamais posé la question de ça. J'ai commencé à me poser des questions avec à force de vous côtoyer par rapport au féminisme en fait. C'est de ta faute, Mimi. Ouais, le premier C'est c'était toi moi. qui as créé le magazine. À mon Ah avis, oui, c'est c'est toi vrai. le premier. Mais c'est vrai qu'avant c'est pas un truc. Enfin, c'est l'autoroute de la vie est comme ça. Et puis c'est très facile quand t'es un gars, donc tu te poses pas la question. Même je me suis jamais posé la question de pourquoi j'étais blanc, etc., etc. C'est pas un truc. Voilà, t'es pas confronté à des problèmes par rapport à ça, donc t'es pas là en disant mais t'essaies pas d'analyser le truc quoi en fait. Mais c'est très bien que tu le fasses. Et du coup, tu dis que tu as commencé à y penser quand tu as été confronté au féminisme. Qu'est-ce Alors, qui... Confronté. Pardon. Je suis pas belliqueux face au féminisme. Oui. Est-ce que tu J'ai pris t'identifies conscience. comme féministe ? Oui, dans le sens où je suis pour l'égalité et l'accès aux droits pour tous les humains et toutes les femmes. Après, je suis pas non plus peut-être pas suffisamment activiste pour me réclamer féministe. Mais oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, surtout depuis que je vous côtoie, etc. Et que pas seulement pour faire payer moins cher les bureaux auprès de Fabrice Florent, mais c'est aussi un combat social et comme tous les inégalités, c'est quelque chose où tu as envie de faire avancer un peu le truc, quoi. Sinon, il y a peu de sens à avancer dans la société. Et qu'est-ce qu'il y a dans le féminisme qui t'a fait envisager le fait qu'être un homme, ça peut être un sujet de réflexion ? Je pense que le masculinisme, c'est bien comme ça qu'on dit. Ça dépend parce alors, que... Non, Dis-moi de vas-y, quoi tu parles. Et Non, mais je pense que ton sujet de podcast, c'est La masculinité. la masculinité. Parce que le problème avec le terme masculinisme, Oui, c'est que qui c'est les pourrait gens être contre tout les à femmes. fait un bon terme, c'est qu'il a été plutôt Ok. récupéré effectivement par des hommes qui sont anti-féministes Voilà, plus ok, que c'est masculinistes. masculin, ok, très bien. C'est-à-dire Alors, qu'ils parlent des droits des hommes que quand des féministes disent des trucs et ils sont là « Oui, mais les hommes aussi !» Alors Ils montent masculinité sur des pour moi, crues et du coup, ça sera. Non, mais je pense que c'est important de se poser la question parce que j'ai l'impression que les gens qui sont pas féministes ou plutôt
les mecs qui sont contre le féminisme, c'est des gens qui comprennent pas pourquoi ils agissent comme ça en fait. Et que si on leur explique que c'est un peu la société qui fait qu'on leur impose des normes de virilité machin et tout, et qu'ils n'ont pas à haïr les femmes parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ces normes que la société leur impose, je tape sur la table, c'est ça. Du coup ça les aide à mieux comprendre et à les tranquilliser en fait par rapport à ça. C'est pas un danger le féminisme, le danger c'est que si tu as l'impression de pas être accompli en tant qu'homme, c'est parce que tu n'accèdes pas aux normes que la société t'impose, mais c'est pas la faute des femmes en fait. Voilà, donc détends-toi jeune hater des femmes, c'est pas de ta faute, on va travailler ensemble tous ensemble. C'est ça? J'ai bon Fabrice? Il est fort. Sylvain vient de régler le problème. Et tu dis en même temps que tu sais pas si tu peux te définir comme féministe parce que t'es pas forcément assez activiste. Ça veut dire quoi pour toi être activiste? Ça veut dire prendre la parole en public. Regarde ce que tu es en train de faire. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'elle m'a dit que c'était un podcast sur la Corse, je me suis bien fait avoir. Au début, je pensais que c'était. Au début, je t'ai vu rêver, je me suis dit, putain, c'est l'histoire de Daron, je suis pas prêt, j'ai pas d'enfant, putain. Comment je vais faire? Si vous ne suivez pas Histoire de Daron, non, mais voilà, j'ai pas l'impression. Je pense que, en fait, pour moi, être féministe, c'est une notion aussi de combat pour faire avancer le truc. Moi, je suis évidemment pour, mais je suis pas dans une non plus. Je suis pas proactif dans le combat tel que. Alors moi, je t'ai déjà vu parce que Sylvain t'organise des soirées. C'est vrai. Sortir des mecs qui avaient été particulièrement relous avec les meufs, et rien que ça. Et on en parlait notamment avec Lame dans l'épisode 2, revenez, l'épisode 2 qui était bien, où Lame disait qu'il avait eu aussi une prise de conscience parce qu'il avait arrêté d'être tolérant, on va dire, ou de juste excuser les mecs qui étaient relous en disant juste, bon, on le connaît, il est relou. Ouais. T'es comme ça, toi? Oui, je suis comme ça. Après, c'est un petit niveau, quoi. C'est pas... Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. C'est pas mal. On peut pas tous être Emma Watson, hein. Moi-même, T'es pas Emma Watson. Je suis très peu Emma Watson, voilà. Plot twist, je suis pas Emma Watson depuis. Oh my god! Je pensais avoir embauché Emma Watson pourtant. Je ne fais pas de TED Talk, je vais pas en manif, je fais pas la Slut Walk, donc je pourrais dire, effectivement, je suis peut-être pas assez militante pour être féministe, mais je pense que ça commence en fait, ça peut commencer à un petit niveau et effectivement sortir des relous des soirées ou même avec tes proches dans un cadre plus intime, tu vois, si t'as des potes qui disent des trucs discriminants ou même sur le ton de l'humour, tu vois, envers les femmes c'est comme ci, les hommes c'est comme ça, bah de peut-être creuser un peu la question avec eux sans forcément leur rentrer dans l'art en disant t'es qu'un gros con. Oui, non, mais à ce niveau-là, oui, j'essaie à mon petit niveau de faire avancer un peu le truc, le schmilblick, effectivement. Et c'est reçu comment généralement quand tu essayes de faire avancer? En fait, je pose pas la question aux gens que je. Non, si, c'est en fait, tu te rends compte qu'il y a. Je pense qu'il y a une prise de conscience des mecs sur le fait que leur comportement peut être chiant. Et généralement, quand c'est des gens intelligents, c'est juste que ça. Ah ouais, effectivement, je comprends. J'ai jamais eu de cas où j'ai dû aller un peu plus loin que juste faire remarquer et expliquer le pourquoi ton comportement maintenant devient un peu préoccupant parce que voilà, les choses avancent et il faut avancer en même temps, quoi. Mais je pense que c'est pour ça que je pense que ton podcast est important pour justement déconstruire un peu la espèce de pression que les garçons peuvent ressentir sur le fait qu'ils doivent être fort costaud, viril et maltraiter les meufs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui sont aussi un peu paumés, enfin qui sont pas forcément intelligents mais capables d'entendre le truc, quoi. Et que c'est important de leur donner les clés aussi à ces jeunes garçons. C'est peut-être le moment pour venir dire si vous entendez un peu de musique au fond, oui. C'est parce qu'il y a une session acoustique dans les bureaux de Mademoiselle et donc vous avez un petit fond musical, c'est pour vous, c'est cadeau. Pardon. Voilà, de rien. Voilà. Ça fait un peu d'ambiance. Exactement. Est-ce que tu te souviens d'une fois précise où tu as ressenti ces pressions liées à la virilité et au fait d'être un bonhomme? Alors, tu vois, je vais être très très bon dans cette interview parce que pas du tout. Le mec est serein depuis sa naissance, il est là. J'ai un parcours extrêmement chiant parce que tranquillité, succès et sérénité totale de mon adolescence. J'ai jamais eu de pression par rapport à ça. Parce que je sais pas, je me suis jamais retrouvé dans une situation où je me suis senti à devoir prouver quoi que ce soit par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est parce que peut-être tu rentrais dans justement l'archétype de ce qu'on attend, disons, d'un garçon de 15 ans? Est-ce que tu étais sportif, un peu musclé? Est-ce que tu avais des loisirs qui étaient pas estampillés féminins, tout ça? Ouais, voilà, j'ai un parcours classique de garçon qui est inscrit au foot, qui se débrouille un petit peu au ballon, qui était plutôt
pas de soucis à l'école, voilà, capable d'avancer avec des critères très, très masculins et sans sortir du chemin, quoi. Après, je sais que Fabrice il veut raconter l'anecdote sur la poupée Barbie. Non. Mais tu l'as toi-même balancé. J'attendais. T'attendais le truc. J'ai eu une petite info, mais que je gardais au chaud. Tu voulais pas la sortir maintenant, c'est trop tôt. Oui, voilà. Je voulais plutôt parler justement de tes activités de mec, parce que notamment tu faisais du foot. Oui. Et on sait comment ça se passe dans les vestiaires de foot. Comment tu gérais ça, toi? Alors attends, parce que là vous êtes en train de dire on sait, et je pense qu'une partie des auditeurs, peut-être les auditrices ou les gens qui comme moi ont fait peu de sport, ne savent pas forcément ce que vous voulez dire par on sait. Pour le coup, je sais que le foot fait partie de ces sports où tu as une forme de virilité incarnée et que tu as besoin d'être viril. Ça fait partie de ces sports-là, quoi, tu vois. Tu les as déjà vus? Tu vois ce que c'est des footballeurs ou pas? Oui, je vois ce que c'est les footballeurs, mais je n'ai jamais été dans leur vestiaire. Faut tabasser, quoi, tu vois, si jamais ça se passe pas. Enfin, faut montrer que t'es un bonhomme, non? T'as pas ressenti ça, toi? Pas. Alors, en fait, comme j'ai commencé le foot très tôt, j'ai longtemps joué avec la même bande de potes. Donc, on était moins dans une. Comme on se connaissait depuis qu'on avait 6-7 ans, on était peut-être un peu moins dans le côté on va montrer qu'on s'impose, etc. Moi, là où il y a un truc par rapport au foot qui est relié à ta condition de mec, c'est le passage de la douche et vers l'adolescence. T'as le mec qui a quand même une énorme queue à côté de toi et tu fais c'est pas pareil, quoi, c'est pas la même histoire. Donc là, effectivement, t'as un truc qui se crée où t'as cette relation par rapport à la virilité qui commence à apparaître, où avoir une grosse bite fait de toi un mec. Totalement, même si t'es le pire enculé du monde, c'est quelque chose de bien dans ta vie qui s'annonce à toi. Et c'est l'époque où tu commences à mesurer un peu où est-ce que t'en es sur l'échelle de la réussite sociale de ta bite. Et tu commences à sortir la règle et que tu commences à faire tiens, c'est marrant, je suis pas encore aussi haut de la réussite que je pensais, ou ce que je devrais être peut-être. Mais moi j'ai moins eu ce côté prouver aux mecs qu'on est viril en faisant un peu la bagarre avec eux, etc. En tout cas dans le milieu du foot, ça restait très parce qu'en fait dans le football c'est un milieu, on se fait des poussettes, les mecs se frappent jamais vraiment, quoi. J'ai plus connu ça un peu en Corse où ça part un peu plus facilement. Les mecs sont un peu plus chauds pour ils aiment bien faire un peu la bagarre, mais dans le foot pas trop, non. J'ai pas eu ce côté-là. Quand tu parles de la réussite sociale de ta bite, oui. et que j'ai senti que t'as aimé ce concept. Oui. En fait, le truc c'est que comme t'as 37 ans, t'as grandi avec un accès à Internet et au monde et une bite qui n'est pas le même que celui que moi par exemple j'ai eu parce que j'ai 26 ans et je me demande. Oui, ça va, on est vieux, calme-toi. Oui, vous êtes vieux, c'est pas grave, c'est la vie. Je le saurai un jour, j'espère. Elle vient d'où? En fait, si par exemple dans ta tête la réussite c'était avoir une bite de tant de centimètres, comme a priori t'allais pas sur les forums de jeuxvideo.com, qui c'est qui t'a dit que c'était tant de centimètres? D'où ça devenait ce critère de ok, c'est là question, une bonne bite? C'est une très très bonne question. Il n'y avait pas Beat Magazine avec les meilleurs beats du moment, non? C'est pas. Et puis surtout faire pousser votre bite même en automne. Il y avait les films porno quand même s'il n'y avait pas un accès au porno plus. Et je me demande en fait si on cherchait pas sur cette information de la norme, enfin du truc, je sais pas, c'est peut-être les magazines à la con de l'époque, je sais pas, qui abordaient peut-être un peu le sujet, mais de manière très. Tu veux dire les magazines genre féminins, etc. Non, même pas féminin. Je sais pas d'où sort cette. Je suis en train de me poser moi-même la question. Moi, je sais que dans Jeune et Jolie, il me disait pas il faut que votre partenaire ait 18 cm, sinon rentrez chez vous, quoi. Non, mais c'est bizarre, ouais. Il me disait quelle taille de pantalon je dois faire, mais il me parlait pas de. Peut-être pas dans Jeune et Jolie, mais dans 20 ans, ça parlait un peu plus de la bite. Mais non, il y avait pas des magazines qui. Attends, qu'est-ce que je disais Beat Magazine. À part la Bible, qu'est-ce que je disais à 18 ans? C'est pas Jean 2 verset 4 qui dit ta bite et tu auras une bite de 18 cm, mon fils, car l'Éternel est ton berger. Putain, t'as des bons skills. Non, je sais pas d'où. Mais c'est vrai, je suis en train d'y réfléchir aussi. Je me dis. Qui c'est qui nous a donné la norme? Mais en fait, pour moi, il y a un truc de. Un mec, ça doit avoir une grosse. Enfin, je pense que j'ai toujours grandi avec ça. J'ai pas de souvenir de. Il y a un moment donné où on m'a dit un mec, plus il a une grosse bite, mieux c'est, quoi. Non, bien sûr, je me doute que personne vous l'a dit aussi clairement. Il y a un truc, tu te mesures, en fait. Tout comme moi, personne m'a dit il faut faire du 90C et sinon c'est pas bien. Mais c'est plus, en fait, quand tu. D'où ça vient ?
quand par exemple tu mesures ta bite et elle fait. Alors en plus, je suis nulle en 52 visualisation. cm. Non, mais La si tu norme. mesures ta bite et qu'elle fait 16 cm, est-ce que dans ta tête tu te dis ah non, il faut que je sois au moins à 19? Mais si tu la mesures et qu'elle fait 19, est-ce qu'en fait dans ta tête t'es juste toujours pas assez loin? Vaut mieux pas te dire faut qu'elle soit 19 parce qu'il y a peu de choses qui permettent d'arriver de gagner 3 cm en bite, je crois. Souffler Ah, il y a des théories, il y a des trucs à la con comme ça. Il y avait, avec les augmentations. Ouais. Comme Austin Powers. T'as pas la 7 ref? T'as jamais vu Austin des Powers? pompes Des agrandisseurs pompes à de bite. pénis. Oui, Ouais. ça existe. Ouais. Tu ponds comme ça et Excellent après bruit. voilà, Excellent ça fait grandir ta tub. Ça ne marche pas, je pense. Hein. Je ne sais pas, Fabrice. J'ai déjà Je ne pense essayé. pas. Je ne pense pas car c'est un corps caverneux qui n'est pas fait pour ça. Mais tu vois, je pense quand tu disais t'es dans les vestiaires et enfin dans les douches et à côté de toi il y a un mec qui a une énorme bite. Est-ce que ce mec-là sait qu'il a une énorme bite ou est-ce que c'est juste toi? Oui, parce qu'il parade avec. Ah, donc lui, Non, il sait, mais il y a un truc, il y a un vrai, lui, il y a un sait vrai qu'il est truc. au-dessus de la ouais, limite. à l'adolescence, je pense qu'il y a un vrai truc par rapport à ça où tu te poses quand même pas mal de questions parce qu'en plus le truc c'est que la subtilité de la bite, comme on l'appelle maintenant, c'est qu'elle n'a pas du tout la même taille au repos. Et oui, S'il y a froid, c'est évolutif que au garde à vous. extrêmement protéiforme. Exactement. Ah, moi j'ai une idée. Ah. J'ai un souvenir. J'ai une idée. Ça me revient comme ça. Je pense que c'est quand on est allé au camping, genre 10-11 ans, tu vois, et t'as des mecs qui sont déjà pubères et d'autres pas. Et en fait, moi, je faisais des parties des mecs pas pubères, et il y avait un pote, il était pubère de ouf, et il nous a sorti sa tub, et on était tous là. Ok. Et c'est très marrant parce que c'est très marrant parce que c'est justement Big Mouth il y a tout un épisode là-dessus et où t'as un... C'est la série animée que tu conseillais dans l'épisode avec Raph Descraques. Exactement. L'épisode 3. Que je vous conseille Netflix, sur Netflix, ouais. Il y a justement un épisode sur ça où tu as un gamin prépubère et l'autre qui est déjà pubère. Et le gamin est scotché parce qu'il a une bite d'adulte, en fait. Enfin, tu vois, il a déjà des poils et tout. Il est là, oh, il a une énorme tub par rapport à moi. Et c'est vrai que je me dis, mais putain, ça me revient là. Et il y avait ce truc de le gars, il sortait sa tub dans la tente et on était tous. Waouh, ok, c'est ça qu'il faut avoir donc. Ça fait des bonnes soirées camping, ça. Hein. C'était, écoute, 10 ans, 10-11 ans, je pense. Donc Ouais. c'est un peu devenu mentalement ton chibre étalon. C'est ça, une bite de grand. Bah, et puis en plus, genre, ouais, il faut avoir ça. une bite avec des poils et. Enfin voilà quoi. En plus, j'ai plus souvenir vraiment s'il avait une tub si énorme que ça. C'est juste qu'il avait une tub avec des poils et plus grosse que la mienne parce qu'à l'époque, effectivement, la mienne était là. Coucou. Voilà. Mais en fait, je sais même pas, c'est un souvenir d'enfant. Mais c'est vrai que là, vraiment, je pense que c'est la première fois que je me suis dit, ok, il assure. Avant, je pense. Après, je pense. Je sais pas. Avant, je pense pas. Ouais. Et toi, ça te. Moi, c'est le seul rapport à la virilité masculine, un peu où j'ai essayé de me repérer, où j'ai senti qu'il fallait que je fasse un truc. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Dans les autres cas de ma vie, j'ai jamais subi une pression particulière pour m'assumer en tant qu'homme. J'ai des parents extrêmement cool qui m'ont jamais mis une pression particulière. Enfin, je sais que ma mère, à un moment donné, elle m'avait inscrit à l'école du cirque. Si j'aurais dû faire jongleuse même, ou je sais pas, elle me disait va Coco, fais ton truc. Hein. Si j'aurais pu devenir danseur étoile, elle aurait été ravie. Femme à barbe. Femme à barbe, elle aurait été ravie. Mais genre, si j'aurais pu être Billy Elliot, elle m'aurait accompagné, mais fais Billy Elliot, fiston, pas de problème. Donc j'étais vraiment dans un contexte d'évolution très très libre. Et après, les choix que j'ai plus fait par mimétisme, par rapport aux potes ou par rapport aux référents, que par contrainte, en tout cas, ça c'est sûr. Et ton père, il aurait été cool avec toi si tu avais décidé de devenir père. Billy Elliot? Ouais, je pense. Oui, mon père, il est posé, chill. il est calme, il chill. Ouais, donc fait, ouais, va Coco, hein, y a pas de. Non, y a pas. Autant ma mère, elle aurait été plus, je pense, encore encourager le truc pour dire, j'assume complètement et va Coco. Mon père, il leur fait, mais fais bien ce qui te fait plaisir, en fait, sans particulièrement encourager le truc, mais il aurait été très tranquille par rapport à ça. J'ai des parents qui nous ont, enfin, moi et mon frère, qui nous ont jamais fait chier pour rien du tout, en fait, que ça soit sur ce qu'on voulait faire dans la vie. Ou autre chose, c'était vraiment très très tranquille, quoi. Du moment qu'on faisait pas trop les cons et qu'on faisait pas n'importe quoi, impeccable.
Du coup, j'ai pas de tatouage, tu vois, je veux dire, j'ai rien à raconter à votre émission. Mais c'est très intéressant. On est très vite parti sur la bite, ceci dit. Je tiens à le faire remarquer. Ouais, mais quand je suis arrivé, tu faisais la bite, parce que donc c'est forcément, vrai ça alors conditionne. vous n'étiez pas là, et j'en suis désolée pour vous, mais Fab et Sylvain ont fait une danse de la bite avant ce podcast. Parce que ça devient un peu d'un pied sur l'autre en disant la bite. Ça devient un peu le running gag de cette émission. Oui, parce que souvent, on sait qu'on va en parler, mais on arrive à la fin, on se dit on va conclure, et on est là, oh non, la bite, on en a pas parlé. Parce que les invités n'y viennent pas spontanément, ou alors un peu de loin. Genre, moi, je suis chaud depuis 2 jours, je réfléchis, la bite, faut que j'y pense. Très bien, je vais briefer ça à tous les invités. Après, ça vient naturellement, parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, c'est ton souci, entre guillemets, enfin, pas principal, mais c'est ton élément de comparaison par rapport aux potes, etc. Et ta relation par rapport à la virilité, chez moi, elle est plus passée par là qu'autre chose, quoi. Est-ce que t'avais des filles dans ton entourage à cette époque-là? Parce que du coup, t'as pas de sœur. Non, j'ai pas de sœur. Des filles dans mon entourage, oui, j'ai toujours eu des potes filles, d'aussi loin que je me souvienne. J'avais notamment une pote très jeune qui s'appelait Mélanie, avec qui je joue au foot. Donc, qui faisait partie de ton équipe, donc? Qui faisait partie de mon équipe, ouais. Mmh. Et c'était la fameuse meuf dans chaque équipe qui est obligée de jouer avec les mecs parce qu'il n'y a pas assez il n'y a pas de filles, quoi. De féminines, ouais. Et qui du coup était la seule qui n'était pas dans les vestiaires, par exemple. Ce qui aurait potentiellement pu être un passage compliqué à 12 ans d'être entouré de c'était plus jeune que ça, c'était vraiment en poussin, donc on devait avoir genre 8-9 ans, quoi. Et du coup, je me posais une question la dernière fois en réfléchissant un peu dans ma tête. Quand t'es si jeune, on s'en fout en fait d'avoir des vestiaires communs, hommes et femmes. Écoute, 9 ans, je pense que... Oui, en fait, moi j'ai un truc où mes filles, il y a un moment où elles ont arrêté de prendre le bain avec leurs cousins, tu vois, parce que chez ma mère, ils prenaient tous le bain ensemble, et là, 9 ans, c'est terminé. D'accord. Mais c'est quoi, c'est tes filles qui ont dit oh? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est juste elles qui ont dit à un moment donné, ok, c'est chelou. Alors que jusque-là, il n'y avait pas de problème. Oui, et puis le dossier agression sexuelle entre enfants que Esther a monté montre, donc qui est disponible sur Mademoiselle, montre que malheureusement, il peut y avoir des violences même chez des gens qui ne sont pas du tout pubères, en fait. Et du coup, c'est pas forcément pour des histoires d'excitation sexuelle, mais ça peut être pour plein de raisons. Bref, lisez le dossier, il est très bien, même si pas très jojo. Donc je peux comprendre qu'il différencie quand même les vestiaires pour les enfants. Après, ça peut aussi arriver entre personnes du même sexe, donc... c'est un autre souci. Si je me posais la question par rapport à la sacralisation sacralisation du corps, de faire un truc, je me dis, mais ouais, c'est bon, si tu fous tout le monde à poil dans la même pièce, que les gens voient qu'il se passe rien d'exceptionnel, machin, ça permet peut-être de diminuer un peu les espèces de volonté que les garçons ont d'aller voir un peu plus loin à chaque fois, quoi. Enfin, voilà, c'est une théorie. Il est possible que dans les pays peut-être genre l'Islande où tout le monde est à poil en Islande, dans tout les le monde lagons. est très vite à poil. Je suis pas sûr qu'ils aient des douches séparées quand ils sont petits, du coup, sachant qu'une fois adultes, ils sont là. Non, en fait, il n'y a pas de douche séparée même pour les adultes. C'est-à-dire que c'est tout le monde à poil et les enfants et pas les enfants, en fait, dans les douches. Mais nous n'en sommes pas encore là en France. Non. Bientôt tout le monde tout nu en France. J'ai hâte. C'est mon programme pour 2022. Et donc, tu avais cette copine Mélanie, et tu avais d'autres filles dans ton entourage? Ouais, j'ai toujours eu des potes filles. Après, tout ce qui était activité de garçons, je faisais avec les garçons, quoi. Il y a jamais eu j'ai jamais eu des potes ados filles avec qui j'allais boire des coups sans avoir entre milieu de potes garçons, etc. C'était quand même relativement séparé dans le truc. Du coup, tu faisais quoi avec tes potes filles et tu faisais quoi avec tes potes garçons? Je faisais quoi avec mes potes filles, je faisais quoi avec mes potes garçons? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Non, mais je sais pas, Non, en plus, je dis des conneries parce que je viens mais Fabrice est bien placé pour le savoir. Je viens d'un village, en fait, où on est toute une marmaille d'enfants de même génération. Et en gros, tous les jeux sont mixtes. On joue par exemple à ce fameux jeu qui est la chasse à l'homme. Alors attention. Quoi? C'est juste une espèce de cache-cache géant dans le village, mais garçons et filles jouent ensemble et on fait pas trop de différence de sexe à ce moment-là. Ça vient un peu plus tard quand on commence un peu à se tourner autour des fesses et des sentiments, où là effectivement il y a un rapport de séduction qui se crée. Mais non, sinon on est globalement
globalement les mêmes activités au final entre filles et garçons. C'est juste que je pense plus que tout ce qui est sexualité, t'en parles pas avec ta pote de 14 ans quand t'as 14 ans, quoi. Si tu découvres la sexualité par des potes qui t'invitent à trifouiller la bite et dire regarde, ce qui se passe, c'est vachement bien. La branlette entre potes. Donc la branlette entre potes. Ah, oui. C'est le moment. Oui. Le moment. Donc on se trifouille la bite. On est combien? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un petit événement de Facebook? Écoute, entre Corses, c'est. Alors pas du tout. non, c'est mon Dieu. Quoi? Je sais pas, ça vient d'où ce bruit? C'est de l'alarme anti-branlette entre potes. C'est vrai. Il y avait un bip bizarre. J'ai envie de faire un jingle. Ah, vas-y. Parce que tout le monde a parlé de branlette entre potes dans le. Eh ben non, pas tout le monde, mais t'es pas le premier. Je suis le combienième là? T'es le deuxième à admettre, oui. Parce Sur que combien Raph, de- non. Est-ce que on parle du principe que les doigts dans le cul, ça marche comme la branlette Non, entre parce que Ok. c'est plus bizarre. C'est vraiment tout le monde qui... c'est dans l'épisode 2, Lame raconte que dans sa bande de potes, il y a un genre de tradition dont lui ne fait pas partie parce que c'est un peu l'intello de la bande, le précieux qui ne veut pas rigoler avec ces choses-là, où ils ont... donc c'est tous des mecs et ils ont un genre de jeu où ils choisissent tous un mec qui sera le bolos du moment et le but c'est de lui sauter dessus et lui mettre des doigts dans le cul. Ça, j'ai En toute pas- j'ai amitié, pas comme, bien sûr, c'est pas du tout sexuel, no homo, tout ça. Ça me rend perplexe toujours. Alors moi j'ai pas du tout ça par contre. C'est décevant. Allez, on s'en va. Mais Ça, du je sais. coup, la branlette entre potes. Non, on en discutait c'est avec toi qu'on en discutait la dernière fois. La branlette entre potes. autour d'une Autour bonne d'une branlette bite. entre amis. Non, c'est que la première fois que je me suis branlé, c'est un pote qui m'a dit bah viens, on va se regarder ça va être un film de seins d'M6. Tu sais, à l'époque Tu m'as pas raconté. Je pense pas. C'était avec moi que Ouais. tu racontes. Ça me dit rien. Je sais pas alors. Ah ok. Mais donc généralement tu c'est toi qui m'amènes sur ce genre de sujet. tu t'es branlé pour la première fois devant un truc téléfilms cheapos. érotiques. Ouais, c'est avec j'appelle la ça lumière- des la films lumière des films tamisée, des là. films de seins. Oui. Mais c'est vrai. Il y avait que des seins pour le Fait coup. que des seins, Mm. ouais. Et, Tout le monde garde son slip. et c'est un pote qui m'a dit bah là, tu vois, tu fais comme ça, tu prends un morceau de PQ, tastique, et quand c'est sorti, bah tu nettoies et puis tu passes à autre chose. Et on avait fait ça genre un après-midi tranquillement chez lui. Je suis toujours subjuguée Je par vais ce genre prendre la d'histoire. tête de Mimi en photo. En fait, il faudrait que on va pas Alors- filmer ce podcast, juste toi. Vraiment, quand il y a des moments, ta tête, elle est tellement. Eh ben ouais, mais priceless. c'est pas facile d'être un mec, d'accord? Ok. Ça a l'air On fait ce dans, genre de dans choses. une franche camaraderie, écoute. Ah oui, non, en plus c'est un truc. Mais c'est pareil, c'est un mec qui joue au foot depuis longtemps, donc on s'est déjà vu à poil 1000 fois, donc c'est pas non plus. On se découvrait pas dans un truc un peu sensuel, genre. Et en plus, c'était vraiment une activité comme manger un cake, par exemple. Un bon 4 quarts breton, tu vois. Oui. 4 quarts breton, branlette. Ouais, je suis un peu ballonné, je vais faire branlette plutôt, tu vois. Très Quelque bien. chose comme ça. Encore Un une peu fois, comme ça. toujours, je trouve que c'est un rapport bizarrement très sain à la masturbation, qui est juste un truc qui fait du bien, tu vois. Est-ce que tu as eu des doutes à un moment sur le fait que tu étais hétéro? Est-ce que je pars du principe que tu es hétéro. Parce que ce n'est pas un sujet que tu as abordé spontanément. Alors j'ai jamais eu de doute parce que je me suis jamais posé la question. C'est magnifique. Mais tu vois, c'est ça qui est bizarre en fait, c'est que moi j'ai l'impression d'avoir suivi l'autoroute de la facilité en fait, enfin de la facilité ouais, c'est comme ça, puis tu te poses pas trop de questions. Et je pense que quand tout se construit bien dans ta vie, que t'as pas de moment donné où t'es un peu en colère ou tu te remets pas en question, donc tu te poses pas vraiment ces questions quoi. Et comme j'ai jamais eu d'attirance pour les hommes, je me suis jamais dit c'est marrant, je suis peut-être pas hétéro. Ça m'a jamais trop effleuré. Petite anecdote, on a d'ailleurs eu une immense discussion avec Sylvain. Je sais pas si tu te souviens. Quand parce qu'on part en vacances avec Sylvain, on est dans copains. le fameux village Voilà. de la chasse à l'homme. Et donc Ce qui est bizarre dit comme ça. donc je sais bien que ça fait un peu Brokeback Mountain, mais on a parlé justement de. Moi, je lui ai expliqué, mais quid de l'homosexualité latente qui est en toi? Et vraiment, Sylvain était là. No. Pourquoi tu Ah, penses mais- qu'il y a de l'homosexualité latente chez tout le monde, toi? Je pense qu'il y a une homosexualité latente chez tout le monde, ouais. Et enfin, en tout cas, une part d'homosexualité latente, ou en tout cas, c'est cool je pense que c'est cool de s'interroger sur le fait que peut-être. Oui. Tu vois. Personnellement, je suis un peu surprise quand tu me dis que tout allait bien. Du coup, tu t'es pas posé la question parce que pour moi, je suis hétéro, mais je me suis déjà demandé parce que c'est un peu comme. J'essaye de trouver un exemple, mais c'est un peu comme quand. En fait, quand tu découvres des gens qui ont une façon de vivre différente de la tienne, moi j'ai un réflexe qui est de me dire oh tiens, est-ce que ça m'irait? Et ça peut aller de trucs très basiques, genre oh tiens, est-ce que je deviendrais végétarienne ou est-ce que j'irais vivre dans un autre pays, à oh tiens, il y a des femmes qui tombent amoureuses et qui ont des relations sexuelles avec des femmes, est-ce que moi ça m'irait? C'est peut-être parce que je suis extrêmement normé aussi. C'est pas, je me remets pas en cause parce que
j'ai pas besoin d'aller voir plus loin. C'est peut-être que pour moi, c'est peut-être l'éducation qui fait que c'est encore peut-être un truc qui est tabou à l'intérieur de moi et encore que chez mes parents, je suis homo, ils s'en battent l'œuf, complet quoi. Bah, ils savent pas, puisque tu sais pas, puisque tu. Non, mais pas. si demain je fais un coming out, ils vont prendre une poire en dessert et puis voilà quoi. Alors je te propose d'essayer, t'enregistres Tu comme veux, ça. j'essaye. Prank. Mais je pense aussi qu'il y a un truc qui a rapport à l'homosexualité féminine, peut-être plus sain chez les filles que chez les mecs, tu vois, où il y a un vrai tabou autour de l'homosexualité. Il y a peut-être moins, oui, peut-être que ça menace moins notre construction sociale genrée, alors que pour un mec, en fait, je pense qu'il y a dans la virilité, il y a plus de rapport aux femmes dans la virilité que de rapport aux hommes dans la féminité, je trouve. Je trouve que la féminité, c'est pas mal toi par rapport aux autres femmes, alors que la masculinité, c'est pas mal aussi, en fait, toi par rapport aux femmes. Et à la bite. Et à la bite, voilà. que tu mets dans les femmes à la fin, si tout se passe bien. Tu la mets où, pardon? En dessous du bouton. Ah incroyable. Soit un peu en dessous, soit très en dessous. C'est hyper bien foutu. Il y a plusieurs options, mais je te laisserai googler tout ça. Puisqu'on est dans le sujet de googler des trucs, à part les films de seins de M6, c'était quoi ton rapport au porno? Parce que je pense que le porno peut jouer un rôle dans la construction de la virilité et notamment de la sexualité hétérosexuelle pour un homme et pour une femme d'ailleurs. Donc je me demande si ça a joué un rôle pour toi. Moi je viens d'une formation porno rigolo. C'est-à-dire que pour moi le porno c'est un truc qu'on regardait avec des potes mais qui nous faisait claquer de rire en fait. Parce que y a des trucs complètement absurdes, il y avait des scènes complètement con. Donc franchement je pense que j'ai pas été influencé par le porno genre de trucs un peu de soumission de la femme, machin et tout, parce que je m'identifiais pas du tout à ce que je voyais dans le porno. Pour moi, c'était un truc complètement différent que du sexe que tu peux avoir avec les meufs ou les mecs en général. Et que moi, à chaque fois que je regardais un porno, c'était pour... Enfin, on va retourner... je vous invite à retourner dans Solaro, ce village corche magnifique, parce qu'il y a un film porno qui a été tourné là-haut, c'est quand même incroyable. Donc moi, quand tu parles... Et j'ai quand même regardé un porno en Skype avec tous mes potes du village en même temps, tu vois. Donc pour moi, le porno, c'est pas un truc vraiment... Parce que c'était plein de références d'endroits où on a l'habitude d'aller. Et fait, tiens, mais il est en train d'apprendre en levrette digipitose. Des trucs comme ça. On les voit. Alors ça, pour après... le coup, en vrai, je peux comprendre. Je pense que si à 14-15 ans, avec mes copines, on avait trouvé un porno, genre... tourné dans notre quartier ou derrière notre collège, je pense qu'on l'aurait regardé pour rigoler, genre oh regarde, c'est la halle de sport, mais pas du tout pour se branler. Après autre chose, je pense que c'est donc moi j'arrive d'une génération où sexuellement tu te construis avant qu'Internet arrive, parce que je suis né en 80, donc ta sexualité, enfin pour moi je pense que ça a commencé vers 12-13 ans, un truc comme ça. Et à l'époque Internet n'existait pas. Puis Minitel, ça coûtait très cher, c'était pas très parlant. 3615 ULA. Exactement. Et donc, j'ai pas vraiment été influencé par ça. Et même quand j'ai commencé à découvrir, je pense, les pornos Canal+, où tu regardes avec ta passoire pour essayer de alors comprendre ce qui se ça, du passe. coup, question de jeune. Enfin non, parce que j'ai j'ai vécu ça, mais mes parents n'avaient pas... Ça marche enfin, pas. bref, ça, on est d'accord que ça marche pas. Enfin, c'est à l'époque, donc pour expliquer vraiment pour les plus jeunes, c'est qu'à l'époque, Canal+ était une chaîne payante, mais non, c'était pas quand tu te pointais sur Canal+ et que tu n'avais pas payé ton abonnement, c'était pas un truc noir. Tu avais juste, la chaîne, elle était cryptée, c'est-à-dire que ça faisait... Et puis ça, avec un genre de flou neige sur l'écran. Un peu de la mosaïque un peu nulle, et donc... Mais Canal+, c'était aussi la chaîne qui passait un film porno tous les premiers samedis du mois. Le premier samedi du mois. Ça a été la première chaîne en France à passer du porno comme ça ouvertement. Donc la passoire, c'était le mythe de la passoire, c'est que quand tu c'est très visuel ce que je fais. C'est très radiophonique. Vous êtes prêts à la radio? Je vais faire un mime et vous allez deviner qu'est-ce que c'est donc. Et en fait, tu agitais la passoire devant tes yeux et c'était censé décrypter l'image. Mais je crois que c'est Kian qui avait fait un truc dans Bref par rapport à ça, non? Sur le truc. Bah oui. Et donc, les premiers pornos, c'était un peu ça, mais moi, j'ai toujours trouvé ça très... j'arrivais pas à me projeter là-dedans, en fait. Pour moi, rien à voir, quoi. C'est pas le cul, c'est autre chose. Et même les autres sources de... comment découvrir à quoi ressemble une femme toute nue, c'était des magazines, des vieux magazines... cochons de l'époque, genre Playboy ou des trucs comme ça. Ouais, des trucs vraiment nuls, quoi. Tu sais, meuf à poil dans du foin, habillée en cow-boy, mais c'est pas, très loin. Ça doit gratter.
Comment alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je pense que j'ai vraiment pas du tout été influencé par tout ce qui est porno dans mon éveil sexuel de la bite en général. Ok. T'as vu, je suis nul, hein. J'ai vraiment rien d'intéressant. T'es pas nul. Arrête. Arrête. Oh là là. Oh là là. Il paraît que c'est les meufs qui s'excusent tout le temps, mais C'est ça. écoute, les mecs dans ce podcast. Mais moi, j'ai un syndrome de j'ai le syndrome de l'imposture pour ça, moi. J'ai des choses à raconter. Ouais. Mais oui, tu as plein de choses à raconter. Écoute, Okay. ça fait quoi? Une bonne grosse demi-heure qu'on parle et c'est très intéressant. Oh, comme vous y allez. Et comment ça se passe quand on est corse, élevé par une maman corse, et avec, par exemple, partager ses émotions quand, par exemple, ça va pas bien? Oh. Alors déjà, tu vois, comme je suis chiant, mais déjà, il faut aller pas bien, et je vais relativement tout le temps très bien. Mais quand ça va pas bien... Alors on va me dire, ouais, mais le mec, il doit être roulé en boule le soir chez lui, il pleure tout. Mais pas du tout. J'ai rarement eu rarement eu besoin de me confier à mes parents sur des trucs. Et je crois que la seule fois où j'étais vraiment dans le seum total, donc je vivais à Strasbourg et je voulais me barrer plutôt dans le sud parce que ça me correspondait un petit peu mieux. Où j'ai vraiment le seum et j'ai vraiment craqué et j'ai chialé. Ma mère était en panique, quoi. Elle fait, on va t'aider à te barrer de là pour que t'ailles mieux. Mais j'ai jamais été dans un partage d'émotions avec mes parents. Avec mon père, les seules fois où on a eu des petits soucis d'accro, on s'est écrit en fait par mail parce que c'est plus simple à sortir. Mm-hmm. Mais ça arrivait qu'une fois, quoi. J'ai jamais eu besoin vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et non, mais mes parents sont de toute façon à l'écoute et de ce que je peux ressentir. Ils sont très compréhensifs et accompagnent largement s'il y a quelque chose à faire, quoi. Et pour juste toi, avec toi-même, comment ça se passe? C'est très bonne question, Fabrice Florent. Bienvenue dans le Cinéma Nouveau Show, petite séance de psychanalyse à la radio. Moi, comment ça se passe? En fait, je relativise vachement les trucs. J'ai l'impression que j'ai pas besoin de grand chose en fait pour être très 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 bien et serein dans ma vie. Et on va revenir encore au village, mais si j'ai un problème, il suffit que je me barque 3-4 jours chez moi, je vais me balader dans la montagne, je fais finalement ça va. Quand il parle chez lui, il veut dire au Corse, hein, Mimi, c'est pour dire. J'avais compris qu'elle est Corse. Voilà. Je pense qu'un Corse qui a passé un jour en Corse, chez lui, c'est la Corse. J'ai le droit de le dire car je suis alsacienne, j'ai vécu exactement 18 mois et je suis toujours alsacienne dans ma tête alors que j'étais bébé, je m'en souviens pas. Moi j'ai fait 20 ans à Strasbourg, moi. Et ce n'était pas pour toi? Maintenant oui, enfin je pense juste que quand tu te construis à l'adolescence, c'est de te raccrocher à un truc qui fait que tu te différencies ou qui te permet de dire mon objectif c'est un système de valeurs en fait. Alors t'as ceux qui tombent dans le rap et la drogue et qui disent je vais être thug jusqu'au bout. D'autres qui deviennent foot et ça devient leur passion et puis voilà, et tu te construis un peu par rapport à ça. Et moi je me suis très vite construit par rapport à ma fausse corsitude parce que je suis né dans le 92 une nouvelle fois, mais disons que tu as un système de valeurs qui m'intéressait, donc je me suis beaucoup construit par rapport à ça. Et donc quand j'étais en Alsace notamment, mon truc c'était d'être le Corse en fait. Et c'est quoi les valeurs corses qui t'ont attiré? C'est déjà une espèce de sens de la justice, on va dire, de s'interposer quand tu vois quelqu'un, s'il y a un mec qui se fait frapper par quelqu'un ou une meuf qui se fait emmerder, t'interviens, même si tu te prends dans la tête au final, parce que t'es un peu plus faible, c'est pas un truc qui doit te freiner, quoi. Donc tu vas chercher un peu le truc. Alors on est une société qui est très paradoxale, mais normalement la vraie valeur corse, c'est aussi l'ouverture d'esprit et l'accueil des étrangers, des gens, etc. Donc et tout ça, ou des valeurs très positives qui m'attiraient. Et tu avais une notion aussi un peu de combat, de revendication d'une culture particulière, etc., qui me permettait moi de me différencier par rapport à tous mes amis alsaciens qui me disaient « Oh, mais nous en Alsace on est pareil, on veut l'indépendance. » Ouais. Calme-toi bien, gros. Reste bien tranquille. Ça se passe pas pareil déjà. Okay. Et donc voilà, il y avait un peu tout ça qui m'intéressait. Et puis c'était un moyen aussi en fait, comme tu dis que t'es corse, c'est un truc qui fait un peu peur aux gens, tu sais. Ça calme direct. Les gens, ils font un peu plus gaffe parce qu'ils savent que en Corse, les gens ont un peu tendance à pouvoir facilement partir un peu en vrille et monter d'un coup dans les tours très très haut. Et du coup, même quand j'étais dans une possible situation de bagarre, si je prenais l'accent corse, les gens ils se calmaient direct, quoi. Donc c'est un truc qui m'a servi. Alors qu'on est d'accord qu'en vrai, t'es pas du tout comme ça, c'est-à-dire
De ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, j'ai pas Je suis pas l'impression que belliqueux. t'es le genre de mec à monter en tour où tu lui mâches sur le pied et si tu dis pas pardon tout de suite, il va t'en coller. Non, c'est pas ça, mais j'ai quand même un tempérament un petit peu. J'hésite pas à intervenir. Tu vois, quand il y a des gens qui font chier dans le métro ou des machins, j'y vais direct, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui me. Super-héros la nuit. C'est le syndrome du super-héros américain où tu te jettes. Tu t'en fais trop en fait et tu meurs connement à la fin. Et pourquoi t'es intervenu? Ouais, je sais pas. Un peu le friendly c'est la neighborhood Corse. Spider-Man version Corse. Alors c'est le ou friendly Spider-Man. C'est ça. C'est génial. J'espère L'homme que ce sera le araignée. jingle de cette émission. L'homme araignée pour toute la vie. d'Australie. Ouais, il y a un peu ça, ouais. Carrément. Et du coup, est-ce que tu t'es déjà battu ou est-ce que t'as toujours réussi à esquiver en prenant l'accent corse? Non, je suis déjà battu, ouais. Un peu, mais plus souvent, plus souvent, j'ai eu juste à m'énerver un peu encore. C'est les gens. Déjà, les gens sont pas très. Quand t'es à Paris, il y a une tendance un peu à être à crier très fort, mais en final, il y a pas de personne qui va s'y coller vraiment. Et les seules fois où j'ai dû vraiment me battre, c'est beaucoup plus rare que les fois où j'ai juste à élever la voix et puis ça dégage, quoi. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est quoi les contextes où t'as dû te battre? Ça m'intéresse parce que moi, je me suis jamais battue. C'est Je un connais plein de contexte. gens qui se sont jamais battus et j'ai du mal à voir dans ma tête quel cas de figure dans ma vie m'amènerait à avoir une vraie baston viril. Alors, baston et en viril, venir aux mains, je me suis quoi. frappé une fois avec un gars dans le train pour aller à Bois-Colombes parce il menaçait un petit vieux et il voulait lui mettre des patates et il était bien costaud. Et je me suis interposé, il m'a mis une bonne grosse droite dans la tronche, et qui était bien plus costaud et sous que moi, donc ça n'a pas fait un pli. Donc là, c'est une fois à Paris où on y est venu en main. Après en Corse, je me suis un peu battu mais ça fait partie de la tradition, sur des fêtes de village. Où les mecs sont sous, et puis d'un coup, là, il y a un vrai truc de virilité sur les fêtes de village entre gars en Corse, où ça commence à monter très vite. Où, pour montrer qu'on est le plus fou des deux, on sort un pistolet de son slip. Et donc là, de temps en temps, ouais, quand t'étais jeune, souvent t'avais des petits running gags comme ça de bagarre. Mais c'est relativement rare quand même. La tête de Mimi. La saison touristique encore s'est lancée. Je vais vraiment mettre une GoPro sur ton micro. On mettra des timecodes. La branlette entre potes pour regarder votre écran, c'est maintenant. Très bien, donc rigolo, bagarre rigolote de virilité avec des pistolets, quoi. Un jeudi, finalement. Un jeudi, voilà, exactement. Ça s'est un peu calmé. Ouais, non, ça s'est pas calmé en fait. C'est un peu parti en couille cet été. Je raconterai après, c'est pas intéressant pour la vérité, je pense. C'est quoi l'histoire de la Barbie? Ah, l'histoire de la Barbie. En fait, quand j'étais petit, j'avais une Barbie. Je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment j'avais une Barbie. Enfin, j'ai pas en souvenir d'avoir une volonté de dire c'est hyper cool d'avoir une Barbie, mais j'avais une Barbie et j'en avais même plusieurs et je dormais avec une Barbie. Et du coup, mes cadeaux de Noël, c'était souvent des habits pour la Barbie. Alors, j'ai plus trop de souvenirs. Je sais que T'avais quel âge? Putain, je vais avoir, je sais pas, 21 ans, un truc comme ça. Non, C'était l'année passée. Je sais pas, il faudrait que je demande à ma mère. Je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans, quelque chose comme ça. CP, quand tu dors avec les peluches encore, je sais pas quel âge t'as. Ouais, c'est ça. J'ai pas d'enfant, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais une Barbie et je sais que ça posait de problème à vraiment personne, je crois. Parce que je sais que ma grand-mère paternelle m'achetait des Barbies, ma tante m'achetait des Barbies. J'ai une famille qui s'en battait les couilles que j'ai des Barbies. Ils ne trouvaient pas ça spécialement genré ou quoi que ce soit. Donc j'ai été élevé à la Barbie. Donc j'ai un idéal féminin qui est blond, avec des seins en plastique et qui n'a pas de chatte. Et oui. Voilà. Donc Qui a des très grandes jambes. Qui a des très grandes jambes et qui n'a pas de rotule. Qui a pas de ligament au niveau du genou. Un peu raide, quoi. Un peu raide. Pas très souple. Un peu. Est-ce que tu jouais avec, genre tu lui inventais des histoires et tout, ou est-ce que ça avait plus un côté doudou Ça avait plus, je pense que ça avait plus un côté doudou. Après, j'ai un souvenir que c'était d'abord un doudou et après c'était juste un jouet pour moi qui me semble qu'il n'est pas genré comme les autres en fait, parce que je me souviens je faisais des parties de foot avec mes G.I. Joe et que Barbie était dedans aussi.
qui avait l'avantage d'être beaucoup plus grande, donc on faisait des grands centres, elle mettait des coups de tête, baf. Oui, ça c'est. Mais c'était pas, il n'y avait pas de, alors je crois, parce que j'avais 6 ans, mais il n'y avait pas un truc de féminin dans le truc. Pour moi, c'était genre un jouet comme les autres. Peut-être que j'ai tort, peut-être que ça a complètement façonné ma vie, mais j'avais pas la conscience en tout cas. Regarde, elle se régale. Elle est en train de réfléchir, elle est en train de trouver des trucs sur ma vie. Mais non, je trouve ça hyper intéressant en fait. Je trouve que t'as eu de la chance parce que t'es à l'aise dans ta vie, t'es à l'aise dans ton genre, t'as une famille qui a été cool. Les rares trucs que t'as fait qui peuvent diverger un peu de cette norme genrée. Diverge. Vite. Voilà. Qui peuvent s'éloigner un petit peu de cette norme genrée, tout le monde s'en foutait. Donc je trouve que t'as beaucoup de chance et que c'est cool. Après, je pense que tout le monde en tout cas, j'ai jamais ressenti un problème par rapport à ça. Peut-être que mes parents bataillaient ferme avec les voisins ou les amis en disant mais c'est lui qui joue avec des Barbies, j'en sais rien. Mais en tout cas, on me l'a jamais fait sentir. Et ton frère non plus? Il t'a jamais chambré là-dessus? Parce qu'il avait sa Barbie à lui. Comment ça s'est passé avec ton frère d'ailleurs, en grandissant? C'est ton grand frère? C'est mon grand frère, ouais. Tu sais, avec mon frère, on a une relation qui est très fraternelle, mais on n'est pas dans du partage d'émotions, ni de. On est vraiment relativement indépendant dans la construction de notre fraternité. Donc du coup, on n'a jamais été vraiment très proches en échange de ça va toi, qu'est-ce que tu penses de ça. Et ça n'a pas été modèle sur comment gérer ma vie, etc. Enfin, surtout ce qui est valeur, oui, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement respectable, qui a énormément de valeur. Et qui est corse, donc. Ouais, mais comme moi, lui, qui est corse comme moi. Et qui, pour le coup, lui maintenant il a un accent corse. On dirait qu'il a été élevé par des brebis dans les montagnes corse, tellement qu'il a un accent à couper au couteau. Moi, je le prends juste que quand je suis énervé, l'accent corse. C'est très drôle. Vas-y, fais le doux. De quoi, l'accent corse? Tu vois, je parle l'accent corse maintenant. Et pourquoi tu veux que je fasse ça? Tu sais, c'est un truc tout de suite, c'est un peu violent, ça calme direct on dirait un peu que le tu truc. peux pas, tu vois, être chill avec l'accent corse. Il y a vraiment un côté, genre, tu fais ma gueule ou pas? Ouais, c'est moins bon sur les poèmes, en fait. Des trucs un peu rigolos. Quand tu racontes un Disney genre Bambi, t'as l'impression que Bambi elle va prendre un fusil, elle a buté tout le monde. Ou les chants, par exemple, les chants corses, ils sont toujours un peu, même s'ils sont sympas, ils sont toujours un peu eh oh. Eh oh. Non, ça c'est tragédie. Oui, je sais. Eh oh. Et donc du coup non, mon frère n'a pas été forcément un référent dans le, enfin c'est pas quelqu'un à qui je me confiais en fait directement. Mais à qui tu te confies du coup, parce que t'as dit que tu te confies pas avec tes parents? Mais à ton frère. Une nouvelle fois, pour se confier, il faut avoir des choses qui te pèsent. Moi, il y en a relativement peu. Après, je pense que c'est les potes, ouais. J'ai plus tendance à me confier avec des potes ou comme l'autre con de Romain Diaz aussi, à qui je suis très très proche pour le coup. Et quand je pense que la personne. C'est ton cousin. C'est mon cousin, oui, pardon. Voilà. C'est pas seulement. Les gens ne le connaissent pas. Non, c'est mon cousin avec qui je travaille et qui, pour le coup, de la famille, c'est peut-être la personne avec qui on échange le plus sur nos vies. Ouais, c'est plutôt lui le réceptacle à sentiments. Romain. C'est toi le réceptacle. C'est toi le réceptacle. Merci d'être là. Merci Roro. Merci Roro. Ok, je pense qu'on va. Ça fait 51 minutes, hein, quand même. C'est un poil plus court quand les mecs vont bien quand même. Ce sera. Ah ouais, attends, je peux inventer un truc. Non, je sais pas. Ne mens pas aux gens. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? J'ai un micro-pénis. C'est pour le dire. Oui, je le dis maintenant, c'est fait. Non, ça pourrait être intéressant. Est-ce que toi, comment dire ça? Est-ce qu'en venant ici, il y a des sujets que tu pensais qu'on allait aborder, finalement non? À part parce que je sais que la bite c'est fait. On a parlé de la bite déjà. Vite fait. On l'a vaguement évoqué. Sous-entendu. Non, je sais pas. C'est toi qui as des questions. Moi, après, le truc, c'est que pour moi, c'est un questionnement qui est relativement récent, donc j'ai pas eu le temps de le. Enfin, c'est nouveau pour moi de me poser la question. Si j'ai pensé à Eddie Preto quand tu m'as dit que j'allais faire cette émission, parce que je pense que la première fois, et c'est récent, hein, son titre Kid. Ouais, donc Eddie de Preto, c'est un jeune artiste francophone. Vous pouvez taper Eddie de Preto, mademoiselle, car on l'a eu en session acoustique et qu'il est très doué. Et il a notamment fait Kid, qui est un titre sur la virilité toxique, où en gros il s'adresse à son père et il prend la voix de son père qui lui intime des injonctions à la virilité. Et on comprend que lui-même s'est dressé contre ça. Donc c'est très joli, très intéressant. Et j'ai trouvé que... Et en fait, ça m'a fait un peu un tilt dans la tête. Parce que ça c'est comme quand pour le féminisme, j'avais lu l'article de Clem avec les pilules bleu-rouge et t'en prends une et tu deviens une licorne, c'est ça ton truc. Et en fait, ça m'a fait un déclenchement.
Et là, sur la notion de masculinité, c'est le titre d'Eddie de Pretto, ça fait aussi un déclenchement. Parce qu'il raconte extrêmement bien, et de manière très simple, ce que les garçons se mettent sur la tête, se prennent sur la tête en termes de « il faut que tu sois comme ça ». Il y a ça, et il y a aussi un dessin de Pénélope qui a illustré la masculinité. Je ne sais plus pour quel magazine, il n'y a pas longtemps, où tu vois un garçon extrêmement maigrichon dans un costume de mec hyper thug, musclé et tout, et qui est en panique totale. Et j'ai trouvé ça très, très parlant comme Mais c'est ce que dit Pénélope Bagieux, donc. Ah oui. Pénélope Bagieux. On vous mettra le lien du commentaire dans la description du podcast. Et c'est ce que disait Raph Descraques, donc de l'épisode 3 de The Boys Club. Il disait que pour lui, il n'y avait pas de mecs qu'on peut pas convaincre de réfléchir à leur masculinité, parce que pour lui, tous les mecs, même les super virils, agressifs et tout, au fond, c'est des petits garçons qui ont un peu peur, et que du coup, ils le savent pas forcément, ils ont pas forcément envie de le dire, mais que pour lui, il n'y a jamais à gratter bien loin, parce que tout le monde tous les hommes sont des petits garçons qui aimeraient bien être assurés, quoi. Et je pense qu'en fait, c'était comme tout le monde essaie de se créer un style et de se repérer par rapport à quelque chose que tu as envie de devenir, et tu te repères par rapport à ça. J'ai l'impression que les mecs qui basculent dans tout ce qui est muscu et hyper virilité, énorme et sec, c'est plus par facilité d'avoir un truc qui les impose dans la société, plutôt que par volonté d'être énorme et sec. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux absolument devenir un musicien extrêmement talentueux et que tu n'y arrives pas, c'est compliqué d'y arriver. Si tu veux devenir énorme et sec et que ça te donne une statue, au final, ça dépend vraiment, pour le coup, que de toi, et c'est plutôt c'est mécanique, donc tu arrives plus facilement à y arriver. Donc je me demande peut-être qu'il se retrouve un peu dans ce truc-là de manière un peu... parce que c'est plus simple qu'autre chose, en fait. Écoute, j'ai sur ma liste d'invités quelques mecs énormes et secs, donc je leur demanderai. Oui, carrément. Pourquoi être énorme et sec ? Est-ce pour la société ? Est-ce pour toi ? Nous le verrons. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser, c'est celle que je t'ai donnée en avance, comme je le fais à chaque fois, puisque c'est une question qui apparemment n'a pas de réponse forcément très facile. Est-ce que tu as un homme réel ou fictif qui, pour toi, représente une version positive de la masculinité ? Non. Merci, c'était The Boys Club. Non, mais j'ai réfléchi un peu au truc. La version positive, après, la masculinité positive, ça veut dire quoi, en fait ? Parce que la masculinité, c'est un truc qui est pas forcément positif, puisque c'est des valeurs qui sont un peu old school. En fait, il y a différents aspects. Au début de ce podcast, donc quand je t'ai demandé ça veut dire quoi pour toi être un homme, tu as évoqué l'aspect négatif de pas mal donc notamment le fait de maltraiter les femmes. Dans le fait d'être un homme, il y a certaines valeurs qu'on peut juger positives, comme il y a le courage. Comme tu dis, en fait, je vois quelqu'un qui est en situation de détresse, je vais m'interposer. C'est plus un truc qu'on demande aux hommes qu'aux femmes. Il y a la solidité, le fait d'être costaud. Alors, ce qui peut devenir toxique quand tu t'autorises pas à avoir la moindre faiblesse, mais de vouloir se montrer fort pour ses proches, pour soutenir les gens qu'on aime, ça peut être des valeurs positives qu'on trouve dans la masculinité. Et après, l'idée, c'est pas de chercher l'homme idéal qui n'a que les valeurs positives et rien de négatif, mais juste savoir si t'as une personne qui te vient en tête. Par exemple, dans les hommes cités, on a eu Barack Obama, on a eu The Rock, on a eu Sangoku. Donc il y a eu différentes réponses. Il y a eu différentes réponses. Moi, je me suis beaucoup construit par rapport à mon parrain, qui est tonton Bernard, qui est corse, jusqu'au bout des ongles, et qui a vraiment des valeurs auxquelles je m'identifie beaucoup, qui sont l'aide, la gentillesse, se mettre en quatre pour des gens que tu connais pas forcément, mais ça c'est quelqu'un qui m'a beaucoup... qui est en fait mon échelle de valeur. Moi, depuis tout petit, mon objectif, c'est de pas décevoir tonton Bernard. Genre, ma mère, une fois, elle m'a dit, si tu fumes, tu vas décevoir tonton Bernard. Je ne fume toujours pas de cigarette. C'est quand même incroyable, hein. Et donc, je me suis beaucoup construit par rapport à lui, mais il est moins connu que Barack Obama. Après, j'ai envie de dire quand même... Il est trop bien, tonton Bernard. Mais oui, on aura tonton Bernard, j'espère, en podcast, un jour, il faut monter au village. On est obligé de monter délocaliser le podcast, mais non, faut aller encore. Faut aller encore, c'est tout. Mais après sur des valeurs, je pense que Eddie de Pretto, je trouve vraiment hyper intéressant. Alors ça va un peu à l'encontre de la masculinité telle qu'on l'entend, mais je trouve qu'il a une espèce de charisme, de machin, et il apporte et en plus il a une voix qui est posée, quoi. C'est assez impressionnant.
Et sinon, tout à l'heure, en termes de personne auquel je m'identifie ou que je trouve vraiment un mec qui pèse comme Barack Obama, j'ai pensé à Brad Pitt, parce que je trouve qu'il a des rôles toujours assez fatigués. Et voilà, il incarne un peu le côté BG, musclé et tout, mais t'as l'impression qu'il est dans des rôles, il n'hésite pas à aller dans des trucs complètement cons en fait. Tu vois dans Snatch où il parle gitan, etc. Je trouve ça vraiment bien, vraiment intéressant. Donc Tonton Bernard, Eddie de Bretto, Brad Pitt. La sainte trinité de la masculinité positive. Ouais, je pense, voilà. Cela dit, c'est intéressant que tu parles de Brad Pitt. Je vous conseille, chers auditeurs et auditrices, en fait, quelques temps, donc quand Brad Pitt et Angelina Jolie ont divorcé, Brad Pitt a gardé le silence pendant un bon moment. Et il a fini par donner une interview, je crois que c'était à JQ ou à Esquire, mais de toute façon je vous mettrai le lien. Alors c'est en anglais, c'est une interview écrite, une longue interview écrite, où il parle notamment en fait de ses problèmes d'addiction à l'alcool, qui ont été une des raisons de son divorce, qui était qu'il n'était plus sain pour leurs enfants d'être au contact de Brad Pitt au quotidien. Et il a une énorme vulnérabilité par rapport à ça, et on sent un énorme regret, mais une volonté farouche de faire le mieux pour ses enfants, et donc il comprend tout à fait le fait qu'il puisse plus en fait être à leur côté tout le temps. C'est très touchant, et j'ai trouvé ça vraiment bien qu'un mec de la stature de Brad Pitt ait le courage finalement de se foutre un peu à poil et de dire ouais, j'ai déconné, j'ai un problème, et je vais essayer de le régler, mais en attendant les problèmes causent des problèmes et c'est normal. J'ai oublié de dire un truc. En fait, ce que j'ai oublié de préciser quand même, c'est que dans mon éducation, dans mes modèles sociaux, j'ai toujours été entouré de femmes fortes qui en imposaient. Genre ma tante, ma mère, ma grand-mère, ma grande-tante, c'est vraiment des personnages qui... Ta mère, faut pas... Ouais, voilà. Rigole pas. Tu vois, quand tu dis, nous en tant que femmes, on n'est pas censé intervenir dans une bagarre. Moi, j'ai vu ma mère des dizaines de fois en baladant dans la rue, il y a deux mecs qui se frappaient, elle y allait, elle fait, vous êtes cons, quoi. Enfin, rentrez chez vous, quoi, bande de gamins de merde. Et du coup, j'ai pas eu cette image de la virilité de l'homme dans ce genre de comportement, parce que moi, c'était un comportement qui était commun aux femmes et aux hommes. Donc, du coup, j'ai jamais eu à prouver quoi que ce soit, parce que voilà, c'était naturel d'avoir. C'était pas un comportement. La virilité n'était pas un comportement genré. Donc voilà. Oui, je pense que c'est intéressant. C'est bien. Bon, oui. Très bien. C'est bien. J'ai bien fait. J'ai une bonne note. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu. Mais avec grand plaisir. Ce fut une joie de te recevoir. Oh, et moi donc. Merci beaucoup, Fab. Merci, Mimi. C'est une joie de te recevoir. Quand soudain. Bonsoir. La voix Bonsoir. flippe. Salut. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 sur YouTube, sur iTunes et sur toutes les applis de podcast et sur SoundCloud pour un nouvel épisode de The Boys Club. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me laisser un gentil commentaire, à mettre des étoiles sur iTunes. Mettez un commentaire sympa. Oui, un commentaire sympa, ça pas me fera seulement très bite. plaisir. Vous pouvez mettre juste bite, c'est déjà sympa, mais pas de photo de votre bite, par contre, ça ne se fait pas, on en parlera un jour, arrêtez. Ah oui, j'aimerais bien trouver un mec qui a envoyé des dick pics. Si vous avez déjà envoyé des dick pics non sollicités, envoyez-moi un mail à mimi@mademoiselle.com et peut-être on en parlera. Je connais un serveur qui fait ça, mais je pourrais te le présenter si tu veux. C'est pas un ami, c'est juste que je sais qu'il envoie des dick pics. Très bien. Vous savez des choses entre vous sur les mecs. Des sources. je ne sais pas. J'ai des sources sûres. Pourquoi tu fais ça? Eh bien, on lui demandera. Alors ça, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi les... Donc bref, oui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire sympa, ou des étoiles et un commentaire sympa sur iTunes, ça me fera très plaisir, et ça permettra au podcast d'être plus vu et plus partagé, et ce sera chouette. À dans 15 jours, donc. À dans 15 jours. Salut. Salut. Bye. Bisous.